Je vais demander à Françoise Benamou et à Renaud Muselier. Renaud, de venir. Je voudrais juste vous faire une remarque. S'il vous plaît, vous pouvez maintenant. Madame, Marine. Je vais vous faire une remarque qui nous concerne tous. S'il vous plaît. Moi, depuis 2 jours, je ne rencontre que des visages souriants et des gens qui me disent c'est top. Ah, les tentes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah, le déjeuner, qu'est-ce qu'il était bon. Ah, ceci, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était grave. Il fait un peu chaud, mais c'est pas bien grave. Et moi, je me suis dit, ils sont vachement sympas, un peu décalés, je parle de vous tous. Et le seul et vrai sujet que nous avions, et c'est la seule raison pour laquelle on peut être tous vraiment très heureux maintenant, c'est que, comme on l'a dit au début, le débat dans notre pays, le débat économique et social n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu pendant les élections. Et nous avons tous, et tous les gens qui sont intervenus, nous avons lancé le débat. Alors évidemment, ça n'est qu'un début, mais c'est véritablement la raison du succès de ces 2 journées et demie. Par ailleurs, il faut dire que la bouffe était bonne. Mais le sujet, c'est on a relancé le débat dans le pays. Alors, il va y avoir, assez rapidement, parce que tout le monde pense qu'il faut maintenant aller vite, quelques mots de notre hôte dans la région sud, qui est Renaud Muselier. Et puis, avec Françoise, nous allons assez rapidement vous présenter une déclaration qui va vous être remise. Je pense que ça va être remis très vite. Là, c'est bien, d'ailleurs. Non, il faut la donner maintenant, la déclaration. Et puis, on va faire les remerciements, vous l'avez. Et les remerciements, et alors je vous demande de garder vos petites mains bien chaudes pour applaudir tout à l'heure tous les gens qui ont vraiment fait que cet événement a eu lieu. Donc Renaud, à toi. Juste 2 mots pour vous remercier, le Cercle des économistes et tous ceux qui sont venus pendant ces 2 jours, écouter des stratèges géopolitiques, économiques, sociales, environnementales, avec la nécessité de dire comment on va fabriquer le monde de demain. Donc je veux remercier bien sûr le Cercle des économistes, toi tout particulièrement puisque tu pilotes toute cette équipe, et c'est un honneur de vous recevoir dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la région sud, car c'est un lieu stratégique important, ça prouve qu'on y réfléchit, qu'on y pense et qu'on y travaille. Au-delà de ça, et on va s'inscrire dans la suite ensemble, pour pouvoir le démultiplier. Au-delà de ça, je voulais souligner en disant que finalement, en tant que président de région, je tiens à saluer Carole Delga, qui est ma voisine d'Occitanie, présidente des régions de France, pour dire que finalement, nous aussi, les hommes politiques, et je suis médecin, j'ai entendu les critiques potentielles, on a la nécessité de modifier nos propres territoires. Dans une région comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons mer et montagne, 3 grosses métropoles, des industries importantes, une dizaine de parcs naturels. Comment on fait pour vivre bien, vivre mieux, et faire en sorte que dans ce monde qui bouge, et vous l'avez entendu pendant 2 jours et demi, dans ces industries qui se déplacent, dans cette nécessité de protéger notre environnement, nous, les responsables politiques, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a la taille de la Belgique, la population de la Finlande, le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande, on est un petit pays. Comment la décentralisation, on peut la travailler, parce qu'on ne traite pas de la même manière l'eau, le problème de l'eau, qui est un problème récurrent aujourd'hui, comment on fait pour nos vignes du Var, comment on fait pour le foin de Camargue, ou comment on fait pour le melon de Cavaillon. Et nous avons la nécessité d'organiser notre territoire, d'avoir la captation des fonds européens, de mettre en compte nos contrats de plan État-région pour que justement tous ces bassins de population puissent fonctionner. Lui, il veut que j'arrête. Vous aussi, vous avez faim. Vous êtes là pas forcément pour m'écouter. Mais je peux vous dire que l'action politique passe par la décentralisation. Parce que systématiquement, les obstacles que nous avons en face de nous sont variables d'un département à un autre, d'un territoire à un autre, et nous avons la nécessité de travailler le gouvernement et l'Europe. C'est cette alchimie qui fait fonctionner le dispositif, et c'est ce qu'on essaye de faire fonctionner. Merci à Aix, merci à vous,
et vive la région Sud. Bon, il est vraiment sympathique et on va revenir. On va revenir. Bon, vous allez avoir tous la déclaration, donc avec Françoise, on ne va pas faire un défilé, toutes les propositions qui sont faites, elles sont toutes de très grande qualité, elles sont toutes consensuelles, ou presque toutes, et elles sont en réalité plus à regarder, peut-être à discuter, qu'être considérées comme une vérité absolue. Cette année, je trouve que c'était très compliqué. Bruno Le Maire nous a fait tout à l'heure un exposé absolument remarquable de ce qu'il fallait faire. J'espère qu'on a bien pris en note, parce qu'il va falloir suivre si tout ça est suivi effectivement comme il l'a évoqué. Mais nous sommes, et lui aussi, confrontés à deux énormes difficultés. La première, c'est que, pour parler de mon cas, donc un économiste qui n'est pas un perdreau de l'année, je n'ai jamais connu, nous n'avons jamais connu une période d'incertitude aussi forte. Ceux qui nous donnent des prévisions pour 1 an, 2 ans ou 3 ans sont soit des optimistes invétérés sur leurs propres compétences, je dis bien ça, soit des esprits un peu rapides, mais il est clair que personne aujourd'hui ne sait exactement ce qui va se passer dans les 12, 13, 14 mois qui vont se dérouler. Première remarque. Deuxième remarque, dès le début, vous vous souvenez, on s'est dit, ce qui est compliqué dans nos 2 jours et demi de travail, c'est le fait qu'on a beaucoup d'ambition, réussir les transformations du monde. Vous avez vu d'ailleurs dans la dernière session à quel point c'est difficile, c'est compliqué, les discours sont différents, mais c'est quand même une grande ambition, traiter tous les thèmes qui ont été traités, 60 sessions, et en même temps, essayer de faire que les mesures de très court terme qui doivent être prises, et elles ont été évoquées ce matin par le ministre de l'économie, et hier d'ailleurs par le Premier ministre, ne doivent pas être en contradiction avec ce qui sont nos ambitions pour les années qui suivent. Si je prends le calendrier du président, 1 an, puis 4 ans. Et vous voyez bien que sur le fond, lorsque on évoque des thèmes qui nous paraissent des thèmes de consensus, la décarbonation, tous les thèmes qui sont évoqués, on voit bien qu'en réalité, il y a immédiatement un retour à l'urgence, retour au moment présent, et c'est la raison pour laquelle il faut, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans un texte qui est très imparfait, je veux dire, tout ça n'a pas... C'est surtout un rôle de pédagogie et de discussion, essayer de bâtir une véritable stratégie économique et sociale, ce qui a peut-être démarré pendant ce week-end. En tous les cas, la discussion que les uns et les autres et nos dirigeants ont pu avoir et leurs opposants, c'est tout à fait important. Alors, moi je prends en quelques secondes le court terme, Françoise prend le long terme. Vous voyez bien évidemment que ce qui est vraiment intelligent, c'est la deuxième partie, mais c'est normal, et d'ailleurs j'essaie de suivre les recommandations de la session précédente. Et j'essaye de vous dire en 2 mots ce que nous avons essayé de bâtir. Ça a été quand même très discuté, pas de manière par l'ensemble du monde du cercle, mais par beaucoup de monde du cercle. Et donc je crois qu'il y a une part de vérité. Il va y avoir une hypothèse. Cette hypothèse, tout le monde l'a en tête. Tout le monde. C'est que cette période de hausse des prix, elle est de courte durée. Les gens, quand je dis courte durée, nous avons pris 12 mois, mais quand on discute avec Bruno Le Maire, avec les uns et les autres, ils sont tous dans un espoir, où on écoute Jeremy Powell, on s'aperçoit que chacun se dit « je vais éradiquer l'inflation en un temps qui est très court, en quelques mois, et je vais pouvoir reprendre une logique de croissance ou développement, ou une croissance plus favorable, bien chef ». Et donc, lorsque vous regardez par exemple les États-Unis, vous apercevez qu'il va y avoir une hausse des taux d'intérêt, mais il y a surtout une baisse de 5% des dépenses publiques, ce qui montre bien que tout le monde est sur un registre très court. Et ce que nous préconisons, je crois vraiment avec beaucoup de bon sens, c'est de laisser les banques centrales jouer ce rôle-là. Elles sont indépendantes, mais par ailleurs, c'est à elles d'essayer de régler le plus rapidement possible. On prend l'hypothèse de 12 mois
les problèmes d'inflation qui perturbent très profondément le regard, évidemment, ont un rôle sur le pouvoir d'achat. Et, deuxième aspect, faire d'ailleurs ce que le gouvernement va faire en le disant à moitié, c'est-à-dire avoir une politique de pouvoir d'achat, de soutien du pouvoir d'achat très forte, centrée sur les, enfin ça a été dit par beaucoup, centrée sur les revenus les plus faibles. C'est-à-dire ça ne sert à rien d'avoir des mesures qui concernent plusieurs dizaines de millions de Français. Alors il y a des chiffres qui circulent, peut-être une fois 5, entre une fois et une fois 5 le SMIC, mais l'idée c'est que c'est la concentration, c'est ceux qui souffrent, c'est ceux qui ont besoin réellement qu'on leur file un coup de main pendant 12 mois qui doivent être privilégiés. À titre personnel, et je n'engage que moi, je trouve qu'il aurait été très intelligent, non pas de saucissonner les aides, mais d'avoir un chèque global, pour une raison très simple, c'est que si vous saucissonnez, vous avez évidemment les plaintes de tous ceux qui sont à la frontière, donc vous êtes sûr d'avoir 70 millions de Français qui sont mécontents, même si l'argument de Lionel Fontagné est très bon. Il consiste à dire qu'au Parlement, c'est plus facile de discuter de 14 mesures que d'une seule, mais Lionel Fontagné n'a pas toujours raison. Il peut se tromper. Par rapport à ça, il faut que le gouvernement, dans les mêmes temps, et on va passer à la deuxième partie, soit crédible. Il assoit sa crédibilité. Ça a d'ailleurs un peu aussi été évoqué par Bruno Le Maire, mais de mon point de vue, de manière insuffisante. Le problème de nos dépenses publiques, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, c'est que tout l'appareil de fonctionnement est un appareil rouillé, qui n'est pas totalement adapté, avec des systèmes hiérarchiques, enfin, tout ça n'est pas du tout adapté. Et l'idée qui est développée dans ce papier que vous avez sous les yeux, ou que vous allez avoir, c'est de dire qu'il faut modifier très profondément le fonctionnement de l'État au sens le plus large. Et il se trouve qu'il y a quelques années, avait été lancée une démarche qui a été abandonnée par la suite, parce qu'on a appelé la RGPD, c'est-à-dire ce que Sarkozy avait fait, je coupe 3%, 4% un peu partout, ce qui évidemment ne change rien, consistait en réalité à passer d'un monde d'obligation de moyens, je donne tant à tel ministère ou telle mission, à une obligation d'objectifs. Je détermine partout des objectifs. Ce qui veut dire à ce moment-là que l'ensemble de l'appareil d'État, totalement transformé, se trouve composé d'unités de toute nature qui ont un budget, une responsabilité, un objectif. En réalité, ça ressemble, ça ferait très plaisir à Philippe Aghion, qui malheureusement n'est pas là, mais c'est la Suède, c'est le Canada, c'est cette idée de ce qui avait été entamé par la LOLF, abandonnée quelques mois après dans la réalité, mais qui est fondamentale dans l'organisation. Deuxième sujet, et je termine là-dessus, il faut un discours tout de suite sur la jeunesse. On a eu plusieurs réunions sur la jeunesse et on s'est aperçu que la perception de cette jeunesse de 11 300 000 personnes qui vont de 18 ans à 29 ans, donc ça en exclut quelques-uns d'entre nous, cette jeunesse ne croit pas en son avenir, ne croit pas en la possibilité réellement d'insertion, etc., etc., etc. Le meilleur exemple, c'est l'histoire des retraites. Et je trouve qu'il est absurde d'avoir un débat politique dans notre pays centré dans l'aspect démographique sur les retraites, pour savoir si on va rajouter un trimestre ou deux, et ne pas s'interroger sur le fait qu'il y a 1 500 000 jeunes qu'on appelle les NEETs, qui sont des gens totalement désocialisés et qui ont un seul objectif dans la vie, à 80%, c'est de trouver des moyens de leur, j'allais dire, de s'épanouir et de trouver, au fond, leur place dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je termine, ça veut dire simplement qu'on ne se bat pas sur les déficits publics pendant 12 mois. Ça ne sert à rien, en plus ce ne sera pas le cas, donc ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Deuxième sujet, c'est qu'en même temps, vous voyez, je suis assez consensuel, en même temps, on lance deux opérations majeures, la transformation d'un monde de moyens à un monde d'objectifs, pour bien se faire comprendre, en utilisant cette LOLF, mais peut-être en la développant. Et deuxième aspect, en lançant un discours vers la jeunesse, tout simplement parce que c'est la chance de notre pays d'avoir une jeunesse qui est formidable. Enfin, on dit toujours ça, formidable. Enfin bon, elle est comme nous. Enfin, elle est ni mieux ni moins bien. Il n'y a pas de différence entre les générations. Encore qu'on n'est pas si mal que ça.
Et donc, sur ces paroles optimistes, je cède la parole à Françoise pour la deuxième partie. Très rapidement, il y aurait tant à dire. Jean-Hervé, tu l'as dit, nous vivons dans une incertitude majeure. Donc, quelques thèmes sont ressortis qui engagent le long terme. Vous les avez dans la petite note qui a été distribuée ou qui va l'être. Accélérer la transition écologique, la jeunesse, la formation, la souveraineté industrielle et technologique, les stratégies de redistribution et le pacte intergénérationnel. Évidemment, je ne vais pas énoncer sur chacun de ces thèmes ni les outils, ni même tous les objectifs, mais peut-être quelques mots sur la transition écologique. Et je parle sous le contrôle de tous les jeunes là, qui sont là et qui organiseront les rencontres économiques d'Aix dans 20 ans sous 50, sous 55 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'urgence doubler la part de l'électricité avec un mix décarboné nécessaire à la réindustrialisation. Et cette thématique de la réindustrialisation est énormément revenue dans les rencontres et est absolument essentielle. Il faut accélérer la rénovation technique des bâtiments, ce qui implique à la fois des engagements financiers, mais aussi de l'emploi. Et il faudra les emplois nécessaires, donc les trouver, peut-être aller les chercher dans d'autres secteurs d'activité qui, eux, sont plutôt en attrition. Voilà, 2 mesures parmi beaucoup d'autres, mais des mesures tout à fait essentielles. La jeunesse et la formation, évidemment, tu en as déjà parlé, j'y reviens, c'est absolument indispensable de retrouver la promesse républicaine d'un accès à une école et à un système de santé de qualité. Ça, c'est absolument fondamental. L'école, d'abord, on voit qu'à la fois le niveau baisse, de classement en classement, mais aussi, c'est pas seulement ça, c'est aussi la crise de recrutement des enseignants qui est absolument dramatique et qui est le symptôme d'une crise beaucoup plus profonde. Et donc là, il y a un travail considérable à faire. On évoque quelques mesures, les internats d'excellence, le fait de multiplier par 5 le nombre de bénéficiaires du contrat engagement jeune, et puis les cordées de la réussite. Beaucoup d'autres choses encore à faire pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes dans certains cas, et notamment au niveau de l'enseignement supérieur, sur lequel il va falloir faire à la fois savoir véritablement où on en est, on ne le sait pas toujours, qu'est-ce qu'on dépense, etc., précisément, et par exemple doubler le nombre de bourses. Troisième grand thème, la souveraineté industrielle et technologique. Nous vivons des tensions géostratégiques majeures. Il faut s'inscrire dans le nouvel ordre mondial de manière positive. Alors, relocaliser sans doute quelques biens qui sont absolument nécessaires à cette souveraineté, mais surtout aller de l'avant dans la réindustrialisation vers des secteurs d'avenir, baisser les impôts de production et mettre en place une DARPA, c'est-à-dire c'est une agence qui existe aux États-Unis et qui est liée au ministère de la Défense, une agence qui vraiment accompagne la recherche avec une grande liberté pour les chercheurs et un travail qui est devant nous. Stratégie de redistribution, si j'ai encore un peu de temps, très très rapidement, là aussi beaucoup à dire. Le SMIC, l'augmenter bien sûr, en évitant toutefois une smicardisation, si je puis dire, et pardon aux interprètes, de toute la société, avec le risque de déclassement qui s'ensuit. Donc là, il y a vraiment un travail de réflexion de fond à faire sur la répartition des revenus et aussi celle des richesses, notamment pour l'héritage. Ça m'amène au dernier point, le pacte intergénérationnel, qu'il faut, alors on a déjà utilisé le terme de réenchanter, mais je crois que c'est vraiment important, et y compris en descendant et en remontant, c'est-à-dire une vraie solidarité intergénérationnelle avec toute une série de mesures que nous proposons donc dans la déclaration. Je crois que j'ai déjà été trop longue. C'est en tout cas à tous ces prix que l'on retrouvera le sens d'une démocratie qui doit donner toute sa chance, toute leur chance à tous, les jeunes, moins jeunes et même les inactifs. Merci. Bravo. Bon, alors, peut-être là, vous gardez un peu vos applaudissements parce que vous allez avoir les mains qui vont devenir brûlantes dans quelques secondes. D'abord, je voudrais dire que la déclaration a été très largement travaillée, pour partie rédigée par 2 jeunes, que je ne sais pas si on peut les voir,
mais je voudrais qu'on leur dise un grand merci. C'est Élodie, je ne sais pas où est Élodie. Et Élodie Pichon. Théodore. Voilà, si vous voulez bien. Bon, je pense, après, tout est dedans. Hein. Tout est dedans, et pour les insomniaques, c'est formidable. Deuxième sujet, est-ce que Marion pourrait nous rejoindre, Marion, et on va la fixer. Je voudrais juste, on s'est partagé les remerciements, parce que ça devient un peu lassant, que c'est la même voix. Je voudrais juste dire un immense merci de cette organisation qui est quand même absolument incroyable. Hein. Au passage, tout à l'heure, j'ai dit, on a lancé le débat, mais par ailleurs, l'ensemble était quand même, l'organisation était incroyable. Marie Castin, qui est notre présidente. Ouais. Guillemette, qui est notre secrétaire général et qui compte les pertes. Je ne sais pas où elle est. Oui. Et après, il y a... ça a quand même été un travail absolument insensé de monter comme une petite équipe cet événement dont tu as dit à juste titre, je ne sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, mais moi je le redis, que c'est le principal événement en Europe hein, en matière économique, dans la plus grande région de France. Alors, tout le programme, il a été monté avec évidemment le cercle et avec les deux présidents, coprésidents que sont M. Hippolyte Dalbis et Françoise Benamou, et tous les membres. Mais c'est Marion, que vous voyez, qui est à droite, qui a des jolies boucles d'oreilles et qui a dirigé une équipe qui a été chercher des gens aussi fabuleux que ceux que vous avez eus dans la session finale, qui étaient partout dans le monde. Donc vraiment, bravo. Cette année, on a, contrairement à l'année dernière, bien équilibré nos comptes grâce à 120 entreprises. Et alors, je tiens à vous dire que être ici, ça coûte cher. Hein. Parce qu'il faut mettre des planchers partout, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cette année, Hélène, qui est... Hélène, voilà, mais lève-le. Après, il y a toute l'organisation, vous voyez, toutes ces tentes, les déjeuners, les dîners, les goûters, les soupers, tout ce que vous avez eu. Et vous savez, c'est une jeune femme qui s'appelle Laure. Tu peux te boucher les oreilles. Après, il faut gérer l'environnement politique de la région. Et il y a quelqu'un, on a une représentante absolument formidable qui sait manier et je te fais de la métropole et je t'aime la ville d'Aix et comment ne pas penser que Marseille est une ville à part, c'est Nicole et si on peut... Voilà. Et puis je termine, parce que après je recède la parole à mes camarades, mais en fait, toutes ces sessions, il y en a eu, je crois, 62, 61, 62. Il y a eu 62 sessions, elles étaient toutes animées, inventées, pensées, travaillées par les membres du cercle ou des gens qui nous sont très proches depuis toujours. Et donc, je voulais leur dire, les membres du cercle, j'en suis parti, j'en fais partie, pardon, j'en suis pas parti, je voulais leur dire à quel point je me sens fier d'être un de leurs collègues et c'est formidable. Et puis alors, dernier sujet, il y a un remerciement avant que je passe la parole. Vous n'étiez pas tous là hier pour ce concert de jazz. C'était
inouï, c'était inimaginable, formidable. Et c'était vraiment le plus grand guitariste de jazz du monde. Franchement, pour ceux qui n'ont pas été, essayez de retrouver, il y a des bandes et tout ça, essayez de voir ça, vous ne verrez jamais d'équivalent. Et il se trouve que tout ça a été monté en coopération avec Philippe Haim, qui est le patron de la Banque Postale, et la Poste. Et franchement, la Poste, vous avez toujours vu que penser que c'était des timbres. Pas du tout, c'est du jazz. Bon, je continue les remerciements avec sans doute moins de talent d'ailleurs que j'aurais rêvé. Bon, Marion, je crois qu'on peut t'applaudir une deuxième fois. Tu as fait un travail formidable de coordination de toute l'équipe, à la fois programme et communication. Et je voudrais mentionner, alors vous levez le doigt, hein, vous montrez, Clément Lebourg, Mathieu Nogues, Lise Frisch, elle n'est pas là, Élise. Elliot de Faramond, bravo. Pauline Despis, Emma Ignace et Nicolas Gio. Et vraiment, bravo, c'est incroyable le travail que vous avez fait. Bravo, c'est magnifique. Alors, comme je n'ai pas pu remercier mon équipe, mais je le fais quand même, je vais remercier maintenant les autres équipes, avec l'équipe événementielle et hébergement, et ce n'est pas une mince affaire, avec Alexandra le tourneur d'Ison qui s'est occupée de tous les hébergements. Accompagnée de Solveig Allègre qui a travaillé avec elle. Il y avait également Myriam Abassa, Pauline Porcheron, pour les transports, Olivia Resner et Vincent Chapalin. Dans l'équipe d'Hélène au partenariat, Anaïs Couraud, Thomas Sanmarty et Alice Campana, un polo blanc vraiment incroyable. La parole au 18-28, donc tous ces polos bleus que vous avez vus pendant les 3 jours étaient organisés par Léa Levent-Verini et assistés de Emma Levigourou. Alors, à la communication, il y avait Alban Schneider aux réseaux sociaux et au community manager, Anne Bidoli à la presse, aidée par Éloi Leroux et Hugo Rouzade. Merci. Dans l'équipe que vous avez peut-être moins vue, mais qui s'est occupée de tout l'administratif et des finances, on remercie chaleureusement Laetitia Deloin, Lynn Lamar, essentielle. Et pendant ces rencontres, à l'accueil, il y avait Flore Michel, Catherine Filonzuc, Inès Madi, Benoît Viviano et Monique Miègemol. Merci. Et on a tenu les timings grâce à nos timekeepers qui nous ont rejoints en la personne de Anissa, Louise, Léa, Kevin, Paul, Sonia. Et je termine avec les 110 polos blancs de Sciences Po, l'ESCA et la plateforme. Bravo! Bon, vous gardez bien un peu de capacité à applaudir parce que les gens qui viennent sont très importants pour nous. Pas pour vous, pour nous. Alors, on remercie évidemment, et on termine là-dessus, la ville d'Aix évidemment et sa maire, Madame Joassin. Le festival qui vous a accueilli d'Aix. Mais j'en profite pour dire à quel point ce qu'on a eu comme événement hier soir avec Marcus Miller, c'était incroyable. Donc, Marcus n'est pas là, mais merci Marcus.
Donc ex-Marseille University. Alors, juste une chose, vous avez trouvé l'installation formidable. Comme j'ai dit, c'est pas gratuit. Donc vous avez trouvé ça formidable. Vous retrouverez les amphis, peut-être, encore mieux. L'année prochaine. Non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Alain Viviano, qui franchement est le retraité le plus jeune de France. Non, ça ne veut pas dire qu'il a pris sa retraite très tôt. Ça veut dire qu'il est tout jeune. Le Crous, alors ça c'est vraiment incroyable, c'était très bon. C'est très bon. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé nuit et jour parce qu'en fait, la mairie d'Aix nous a autorisé, nous a donné ces lieux, mais il fallait qu'on ait un temps limité. Et donc, pour s'installer, donc, ça a travaillé nuit et jour. Pour prendre un exemple, hier soir, il y avait toute l'installation de Marcus Miller. C'était absolument géant. Il a fallu, à 2 h du matin, sortir les camions, les trucs, enfin, tout le bins. Donc, c'est des entreprises, retenez leur nom, parce que, franchement, ils sont bons. Vous avez pu le constater. Il y a une entreprise qui s'appelle Exo. C'est celui qui fait toutes les tentes. Il s'appelle Olivier Rougier. Il y a Boréal, qui est vraiment bien. Alors, on a démarré il y a 2 ans, vous vous souvenez, on s'était mis à la maison de la radio, puisque c'était le confinement, et on a commencé à monter des dispositifs hybrides qui nous permettent aujourd'hui d'être suivis par des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Et on a travaillé avec une entreprise de Marseille qui, j'assure, je n'ai aucun intérêt personnel, hein, encore que s'ils veulent m'envoyer une boîte de chocolat. Mais c'est une boîte exceptionnelle qui s'appelle A3 Productions. Et le garçon s'appelle Denis Rouzotte. Aviso, qu'est-ce que c'est, hein? Ah oui. Bon, Aviso fait l'audiovisuel et vous avez vu, on est vachement bien, là, c'est vachement sympa. Donc, alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire, vous avez eu des repas et des petits déjeuners provençal américains. L'année prochaine, on trouvera de polynésien. J'aimerais bien qu'un truc polynésien. C'est Hélène Traiteur qui est à Avignon. Une fois de plus, j'ai aucun intérêt. Hein. Alors, on a une équipe de communication qui nous aide sous la houlette de Marion, qui est une équipe jeune, dynamique, très talentueuse. Et vous allez voir, on a beaucoup parlé de nous. Alors, c'est vrai que Mme Borne, ça aide. C'est vrai que Mme Lagarde, ça aide. C'est vrai que M. le maire, ça aide. C'est vrai que vous nous aidez. Mais il faut quand même avoir du talent pour savoir comment organiser une communication. Et c'est cette entreprise, s'appelle Enderby, je crois que je prononce bien. Et c'est Cécile Jacquet. Non, il n'y en a plus que 4. Il n'y en a plus que 4. La Net Squad s'occupe des réseaux sociaux. La Net Squad. Vous savez ce que ça veut dire, réseaux sociaux? Tout le monde est au courant. Non, parce qu'étant donné la moyenne d'âge de la salle, je me dis, on ne sait jamais. Merci. Les photographes s'appellent Glasshouse. Il faut rigoler, c'est dans la vie. La reprographie Crillon. Et vous êtes allé d'un endroit à l'autre, d'un amphi à l'autre, d'un hôtel à l'autre, etc., etc. Donc vous avez tout. Et c'est une entreprise qui transporte, qui s'appelle SSR. Ah oui, alors, non, mais ça me permettait de rappeler leur nom. C'est une technique que m'a appris Enderby. Comme ça se dit, c'est pas SSR, c'est, parce que SSR, ça ferait un peu curieux, c'est SSK. Voilà, donc un grand merci à vous. Et puis il y a surtout, attendez, avant toute chose, il y a le public, il y a les partenaires, il y a vous, il y a les êtres humains. Il n'y a que ça qui compte. Et surtout, portez-vous bien. Et comme ils disent maintenant pour la météo, ils disent toujours, faites attention à vous. Alors faites attention à vous. Et un grand merci à qui a tout organisé.